les oreilles du roi Mar. Tout près de Douarnenez se trouve la petite ville de Pinmar. On dit que son nom signifie soit la tête de Mar, soit la tête de cheval. Pourquoi? Écoutez plutôt. En ce temps-là, le Mar était roi de Cornouailles, pays du bout du monde, pays de mer et de vent. Le roi de Cornouailles aimait beaucoup la chasse et du matin au soir, on le voyait courir les landes et les bois. Mais plus que la chasse, plus que tout au monde, le roi Mar aimait son cheval. Il faut dire que c'était un cheval magnifique, entièrement noir, fin et musclé, si puissant que d'un bond, il pouvait franchir les plus profonds ravins, les rivières les plus larges, et on disait que, dans la boue des chemins, son galop était si léger qu'on ne voyait même pas la trace de ses sabots ferrés d'argent. Il courait comme le vent, aussi bien sur la terre que sur la mer. Nulle tempête ne lui avait jamais fait peur. Il se riait des vagues, et c'est pourquoi on l'appelait Morvar, c'est-à-dire en breton, cheval marin. Un jour d'automne, le roi Mar organisa une grande chasse, où il convia tous ses amis, les seigneurs du royaume, et même ceux du royaume voisin. Le roi aimait ces moments intenses où les chiens aboyaient, les chevaux piaffaient et les cœurs battaient. Quand la meute des chasseurs s'élança enfin, les cris et les galops résonnèrent jusqu'à des lieues à la ronde. Les chasseurs coururent longtemps en cherchant la piste d'un sanglier et d'un cerf, mais hélas, ils ne virent même pas un lapin. Découragés, ils allaient rebrousser chemin quand soudain, ils s'immobilisèrent. Dans la forêt régnait un silence étonnant. Les chiens eux-mêmes semblaient impressionnés. Pas un n'aboyait, et ils n'avancèrent bientôt plus que d'un pas hésitant et apeuré. Et c'est alors que les chasseurs aperçurent, au milieu d'une clairière, une biche blanche, magnifique, une biche si belle que jamais on n'en avait vu d'aussi belle. Aussitôt, le roi Mar abaissa son bras et cria « Allez les chiens !» Et il lança son cheval vers la bête, entraînant les autres cavaliers. Pas un chien ne bougea. La troupe des chasseurs filait derrière la biche, qui bondissait maintenant entre les arbres, fuyant si vite que les chevaux furent bientôt tout écumants de sueur. Peu à peu, leurs jambes mollirent, leur galop s'épuisa, ils durent s'arrêter. Seul, le cheval Morvar courait toujours, sans relâche, poursuivant la biche par les collines et par les vallées, sur les rochers et sur le sable, et jusqu'au bout du royaume, et jusqu'au bout de leur force. Enfin, voyant qu'elle arrivait à l'extrémité de la falaise, la biche tourna sa belle tête blanche vers le roi, l'œil suppliant. Mais Mar était trop heureux, si fier d'avoir vaincu. Il banda son arc et visa l'animal. La biche recula encore un peu, s'affola, puis d'un bond prodigieux, elle s'élança vers un rocher qui surgissait de la mer,
au milieu des vagues blanches d'écume. Le roi Mar fixa la bête. Elle était encore à portée de flèche. Cette fois, il l'aurait. Il ajusta son tir. Les yeux de la biche se firent désespérés et une larme roula sur son poil immaculé. Mais le roi ne pouvait pas renoncer, c'était une trop belle prise et il l'avait bien méritée. Il lâcha sa flèche et suivit sa course dans les airs jusqu'à ce qu'elle atteigne sa victime en plein cœur. Non, Mar ouvrit des yeux effarés. La biche avait saisi la flèche dans sa bouche et elle la renvoyait vers le chasseur. La flèche transperça le cheval. Morvar fléchit sur ses jambes, s'effondra et tomba de la falaise dans la mer en furie, entraînant dans sa chute son cavalier. Le roi Mar sortit péniblement de l'eau. Son regard était à la fois plein de chagrin et de colère. Morvar était mort. Il sortit son couteau, se mit debout sur le rocher et visa le cœur de la biche. Mais devant lui, voilà qu'il n'y avait plus qu'une jeune femme très belle. Et il reconnut aussitôt la princesse Dahu, la fille du roi de cette merveilleuse ville d'Ys engloutie à tout jamais sous les flots. Roi cruel, dit la princesse, tu n'as pas voulu épargner la biche, je ne t'épargnerai pas non plus. Puisque tu regrettes tant ton cheval, je vais t'en laisser quelque chose. Désormais, tu porteras sa crinière et ses oreilles. De sa main, elle frôla le corps du cheval qui flottait sur l'eau et le ressuscita. Mais il n'avait plus de crinière et ses oreilles étaient devenues de ridicules petites oreilles d'homme. Sans regarder derrière elle, elle sauta sur son dos et s'enfuit sur la mer. Le roi Mar resta pétrifié sur son rocher. Il regarda autour de lui et ne vit rien, sauf que la mer s'était maintenant calmée. Elle était immobile, lisse au point qu'il pouvait apercevoir son propre reflet dans l'eau, et c'est alors que ses yeux s'agrandirent d'effroi. À la place de ses oreilles, à la place de ses cheveux, il portait les oreilles et la crinière du cheval Morvar. Et le vent dans les falaises se mit à siffler. Ouh, le roi Mar a les oreilles du cheval Morvar. Le roi Mar a les oreilles du cheval Morvar. Alors, retenant un sanglot, le roi Mar se boucha les oreilles très fort et se mit à courir vers la forêt, vers le château, dans le soir qui tombait. Et les arbres murmuraient « Le roi Mar a les oreilles du cheval Morvar ». Et les oiseaux caquetaient « Le roi Mar a les oreilles du cheval Morvar ». Le roi se blottit dans un buisson et se cacha la tête dans ses bras.
Enfermé dans sa chambre, le roi Mar ne voulait voir personne. Comme nul ne savait ce qui s'était passé, on supposa que c'était le chagrin d'avoir perdu Morvar qui minait le roi. Pendant que les serviteurs s'interrogeaient à voix basse, le roi Mar tournait en rond dans sa chambre. Chaque matin, il espérait qu'il avait été victime d'un cauchemar et se précipitait vers son miroir. Hélas, chaque matin, il redécouvrait qu'il était bel et bien affublé d'oreilles de cheval et pire que sa crinière poussait. Et il fallait que personne ne sache, que personne ne découvre jamais son secret. Pourtant, il lui fallait faire son métier de roi. Il ordonna alors, content d'un lourd rideau rouge, derrière lequel il pouvait s'installer pour recevoir ses vassaux ou rendre la justice. Mais il était dit que ses ennuis ne finiraient jamais, et vint le jour où sa crinière eut tellement poussé qu'il se prit les pieds dedans. Il ne pouvait pas rester comme cela. Il lui faudrait appeler Ionig, son coiffeur. Oui, mais si le coiffeur le voyait, il raconterait partout que le roi Mar avait des oreilles de cheval. Il faudrait donc le tuer, et Mar n'avait pas envie de tuer Ionig. Il l'aimait bien et le connaissait depuis si longtemps. « Faites venir un coiffeur du village !» cria-t-il à travers la porte. Les jours et les mois passèrent, et au village, on commençait à s'inquiéter. Le coiffeur de la place, d'abord, qui était allé au château et n'en était jamais revenu. Et puis l'autre, celui du bout de la rue, et puis les deux du village d'à côté, et puis les vieux, et puis les apprentis, tout le monde avait disparu. Non, vraiment, il ne faisait pas bon être coiffeur sur les terres du roi Mar. D'ailleurs, aujourd'hui, des coiffeurs, il n'y en avait plus. Le dernier coiffeur était mort et la crinière continuait d'allonger. Le roi dut se résoudre à faire venir Ionig. Mais comment faire pour le garder en vie? « Écoute, dit-il à travers la porte, avant d'entrer, il faut que tu jures 3 choses. Premièrement, que tu n'auras pas l'air étonné. Deuxièmement, que tu ne riras pas. Troisièmement, que tu ne raconteras à personne ce que tu auras vu. Jure-le. » Ionig jura. Quand Ionig vit le désastre, il resta de marbre. Il reconnaissait bien la crinière et les oreilles du cheval Morvar, mais garda ses réflexions pour lui. « Vous auriez dû m'appeler plus tôt, soupira-t-il. Je possède des ciseaux magiques. Je vous couperai la crinière et elle ne repoussera jamais. Mais d'abord, il faut jurer.
Jurer quoi? De ne pas me tuer. Naturellement, dit le roi. Jurez, insista Ionig. Je jure de laisser la vie sauve à Ionig. Aussitôt, le coiffeur saisit ses ciseaux et coupa la crinière à ras de manière à ce qu'elle ne repousse jamais. Le roi fut d'abord bien soulagé, puis sombra de nouveau dans le désespoir, car on ne pense jamais bien longtemps à son bonheur. Comme vous pouvez le supposer, le roi Mar se lamentait maintenant sur ses oreilles de cheval. Ionig avait juré. Il ne dirait rien à personne. Pourtant, certains jours, ça le rendait malade de connaître un secret aussi important. Il avait envie de le crier, de le chuchoter, de le siffler, ou même de le prononcer avec les lèvres sans émettre un seul son comme ça. Le roi Mar a les oreilles du cheval morvard. Mais il n'avait pas le droit. Pas le droit, car il avait juré. Un jour, cependant, Ionig trouva son secret trop lourd. Il courut au bord de la mer, sur la dune déserte, et creusa un trou dans le sable, un trou profond, étroit, juste pour y passer la tête. Il enfonça son visage dans l'ouverture et cria « Le roi Mar a les oreilles du cheval morvard !» Puis vite, il reboucha le trou soigneusement et s'assit dessus. Ah, il se sentait mieux. Il écouta un moment dans le vent, dans le bruit des vagues, dans le chant des oiseaux, pour être sûr que le secret ne s'était pas échappé. Enfin, rassuré, il rentra au château. Au printemps suivant, 3 roseaux poussèrent à cet endroit. 2 années passèrent, 2 années sans joie au royaume de Cornouailles. Et puis un jour, la belle Blenouenne vint parler à son frère, le roi Mar. Elle se tint humblement de l'autre côté du rideau rouge de la grande salle et lui dit « Mon frère, je sais que vous ne voulez voir personne, mais j'ai aujourd'hui une chose importante à vous demander. Je veux épouser le seigneur Rivalin, roi du pays de Léon, que j'aime depuis longtemps. Je sais que vous ne vous opposerez pas à ce mariage, mais si je viens vous parler, c'est que c'est à vous, mon frère, en tant que chef de la famille et roi de Cornouailles, d'organiser la noce. » Elle se tut un moment pour écouter, mais comme aucune réponse ne venait, elle ajouta « Je sais que je vous mets dans l'embarras, vous qui ne voulez voir personne, mais je crois que vous me comprendrez. Dans l'embarras, le roi
Il était au désespoir. Mais Blenwen la Belle avait raison. Il devait organiser la noce. Que faire? Il fait appeler Ionig, le seul à qui il puisse se confier. Je serai obligé de me montrer, dit-il. Comprends-tu? Il s'agit de ma sœur. Donne-moi une idée, Ionig. Dis-moi comment je pourrais bien me tirer de ce mauvais pas. Ionig réfléchit un moment et proposa: je vais vous faire une coiffure originale. Rabattre les oreilles en arrière et vous nouer autour de la tête un long tissu. J'en ferai plusieurs tours avec des torsades et des nœuds, et cela dissimulera fort bien ces malencontreuses oreilles. Le roi Mar fut si heureux et soulagé que pour la première fois depuis son aventure, il éclata de rire. Donc, tout étant décidé, on invita les seigneurs des environs, on convoqua cuisiniers, pâtissiers, tailleurs, cordonniers et décorateurs pour que tout fût bien. Et puis aussi les menuisiers, les orfèvres et enfin les musiciens. Tout le monde se mit au travail. La veille de la date fixée, tout était prêt. Tandis que les cuisiniers chauffaient leurs fourneaux et que les menuisiers finissaient de clouer les tables, les musiciens eurent droit, comme c'était la coutume, de se rendre aux cuisines pour manger et boire tout ce qu'ils voulaient. Les musiciens étaient pauvres gens qui ne dînaient pas souvent à leur faim, et vous pensez bien qu'ils ne pouvaient laisser passer pareille occasion. Ils mangèrent et rirent et burent tant qu'ils en oublièrent de déposer des miettes de leur festin devant la cheminée. C'était une grave erreur. À minuit, quand le peuple minuscule des Corrigans pénétra dans le château, tout dormait. Chacun se précipita vers la cheminée, cherchant un morceau de gâteau, une tranche de rôti, une cuisse de poulet, un peu de crème. Mais rien. Ces malotrus de musiciens n'avaient rien laissé. La colère gronda chez les Corrigans. Un tel manque de savoir-vivre les révoltait. La seule chose que les musiciens avaient laissé traîner dans la cuisine, c'étaient les bombardes et les binious. Eh bien, tant pis pour eux. Les Corrigans se précipitèrent sur les bombardes et entreprirent de les démonter. Oh, ils ne cassèrent rien, ils se contentèrent d'en subtiliser les hanches. Puis, ils défirent de la même façon les binious, détachèrent un par un les longs tuyaux qu'on appelle bourdons, et à chaque bourdon ôtèrent son anche de roseau. Après quoi, ils remontèrent le tout et laissèrent les instruments
comme il les avait trouvées. Imaginez la tête des musiciens le lendemain. Ils avaient beau souffler, pas un son ne sortait. Quelle honte, quelle humiliation, quel désespoir. On comprit vite que toutes les hanches manquaient. La seule solution était de les remplacer tout de suite. Aussitôt, les musiciens se précipitèrent vers les dunes et coupèrent 3 roseaux. Ce fut un bien beau mariage. Blenouen en avait les larmes aux yeux. Son frère Marc avait le teint un peu pâle, mais il était toujours très beau, et ses yeux clairs étaient mis en valeur par cette magnifique coiffure que Yonick, disait-on, avait inventée. Le repas se finit dans la joie et l'on s'apprêta à danser. Alors, les musiciens se regroupèrent, fiers de jouer devant une si belle assemblée, et tous ensemble soufflèrent dans leurs instruments. Les invités en restèrent bouche bée. Au lieu de faire seulement de la musique, les binious et les bombardes chantaient aussi des paroles. Et les paroles disaient: le roi Marc a les oreilles du cheval Morvar. Le roi Marc a les oreilles du cheval Morvar. À ce moment précis, la tempête se déchaîna, le vent s'engouffra dans la cour du château, souleva les nappes, balaya les fleurs et arracha la savante coiffure du roi Marc. Et tout le monde le vit. Tout le monde vit que le roi Marc avait des oreilles de cheval. Le roi ne put supporter cette honte. Il s'enfuit en courant, les yeux pleins de larmes. Il courut longtemps, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la dernière falaise. Les yeux hagards, il contempla un moment les vagues qui s'écrasaient sur les rochers en contrebas, puis il se laissa tomber dans la mer. Pour tous, le roi Marc était mort. Pourtant, on dit que la princesse Dahu aurait eu pitié de lui. Et c'est sûrement vrai, car quelques années plus tard, on sait que le roi Marc régnait sur une partie de la Grande-Bretagne. Il avait recueilli son neveu Tristan, fils de Blenouen et de Rivalin, et s'apprêtait à épouser la belle Iseux. Et à ce qu'on sait, il n'avait plus ses oreilles de cheval.